Voit pas, mais on sait que vous êtes là. On est ravis toutes les deux de vous présenter le livre dont on va parler, donc, qui s'appelle Super 10. Juste pour un petit background, aux arènes, en jeunesse, on aime bien traiter de sujets de société et voilà, qui peuvent accompagner les enfants, soit dans un volet plus pédagogique, soit parce que c'est des témoignages de vie. Et Super 10, c'est vraiment le cas, c'est une BD qui s'inscrit dans le réel. Quand j'ai rencontré Christelle, voilà, son histoire m'a énormément touchée. Elle va vous en parler après, mais la BD qu'elle a écrite est vraiment inspirée de sa vie. Et je pense que c'est vraiment important de le dire parce que ça transpire le vrai et le vécu. Voilà. Et ce qui est assez fort, c'est aussi que c'est un sujet dont on parle pas trop dans les livres, qui est le sujet de la neurodiversité. Alors, je vais partager mon écran. On s'est dit qu'on allait un peu vous raconter l'histoire de la BD et projeter en même temps les visuels. Alors, juste, je... est-ce que tout le monde voit bien? Oui, ça fonctionne. Super. Donc Christelle, pour te présenter rapidement, Bonjour à tous. tu es écrivaine, scénariste. Tu es la maman de trois enfants neuroatypiques Mhm. et tu as déjà publié plusieurs livres sur le sujet, notamment aux éditions Très Daniel, donc livres pour adultes. Et ici, avec Super 10, tu nous as écrit une bande dessinée Mhm. qui a été illustrée par Juliette Berthaudière, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui est donc dessinatrice de BD et qui a déjà publié en adulte l'adaptation du roman de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Alors, Christelle, peux-tu nous dire de quoi parle la BD? Qu'est-ce qu'elle raconte comme histoire? De manière assez synthétique. D'accord. Donc alors la bande dessinée Super 10 raconte donc l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui s'appelle Prune et la bande dessinée démarre dès après les vacances d'été où tout va bien, on voit qu'elle est légère et après en fait tout s'enchaîne dès la rentrée au CE2 où elle va rencontrer des difficultés d'écriture et découvrir progressivement donc qu'elle est dysgraphique. Donc l'histoire de Prune, en fait, c'est un, voilà, comme le disait Victoria, c'est vraiment un témoignage qui est inspiré de ma propre histoire et du parcours scolaire de mes enfants et notamment de ma petite dernière. Avant d'aller plus loin dans le déroulé de la BD, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les troubles 10, de quoi on parle? Alors le terme 10 désigne donc un ou plusieurs troubles spécifiques du langage et donc des apprentissages. Donc, être 10, c'est par exemple ne pas avoir l'automatisme de la tâche dans un domaine donc très spécifique en général, donc principalement dans les apprentissages fondamentaux comme l'écriture ou la lecture. Et le langage aussi et la motricité. Donc, en fait, ça n'impacte pas du tout l'intelligence et ça, c'est très, très important de le préciser parce que bien au contraire, on découvre que les enfants 10 sont souvent très inventifs, créatifs et ils doivent toujours imaginer quelque chose pour faciliter en fait même leur quotidien. En fait, ils doivent toujours mettre des stratégies. Et pour ce qui est donc de la dysgraphie que l'on retrouve dans la bande dessinée, quand on est dysgraphique, donc comme Prune, on ne peut pas réfléchir à l'orthographe, à la belle écriture et au sens de la phrase en même temps, ce qu'on demande généralement à l'école. Donc on comprend très très vite que Prune est intelligente, donc j'ai fait en sorte que on le voit quand elle fait par exemple des expériences scientifiques ou qu'elle cherche à comprendre ou se pose de vraies questions sur ce qui se passe en elle et ce qu'elle vit en fait. Et elle fait aussi des origamis très difficiles. À l'oral, elle est très à l'aise, elle fait un super exposé. Et en fait, elle est excellente à l'oral, mais dès qu'elle passe à l'écrit, en fait, on comprend bien elle ne peut pas restituer tous ses acquis. Voilà.
Et ça, enfin voilà, les deux pages qu'on vient de Mm. montrer racontent ça. On voit qu'elle a encore du mal à écrire son prénom alors qu'elle entre en CE2, ce qui lui Mm. vaut du coup bah voilà, les critiques de certains élèves, la meilleure de la classe qui est un peu peste. Elle a vraiment du mal à suivre dès qu'il s'agit de dicter, c'est le bordel sur son Voilà, bureau. elle est désordonnée, Euh, ouais, elle n'a pas d'organisation, elle est dépassée par la tâche en fait. les troubles 10, ça touche beaucoup d'enfants, non? Ouais. Alors c'est 1 million d'enfants qui sont 10, donc un à 2 par classe, et beaucoup ne sont pas diagnostiqués. La dyslexie et la dysorthographie, c'est celle dont on entend souvent parler et c'est ce qui touche principalement, sont les troubles les plus fréquents. La plupart de ces enfants sont évidemment en grande souffrance à l'école. Ils ont régulièrement une phobie scolaire qui s'installe. D'autres vivent du harcèlement scolaire et parfois même de la part des enseignants, même s'il y en a des bienveillants évidemment. Donc les enseignants, surtout pour ceux qui sont dans l'exigence du potentiel en fait académique. Et comment on voit que son enfant est 10? Comment ça se manifeste, ces troubles? Alors, c'est régulièrement, les parents le voient dès le début dans les apprentissages scolaires. Ça se révèle à l'école, souvent, pour ce qui est en tout cas de la dyslexie et de la dysgraphie. Et généralement, il y a des troubles en fait qui sont associés. C'est ce qu'on appelle un peu l'effet domino. Ils sont souvent, quand on est dysgraphique, on est dysorthographique, forcément, on est dyscalculique aussi régulièrement. Parce qu'en fait, comme on n'a pas l'automatisme, ils vont être souvent en triple, enfin en double ou en triple tâche, et ça va créer vraiment des gros lâchages attentionnels chez l'enfant qui va être très très fatigué. Donc c'est souvent d'ailleurs confondu par un... On pense qu'il est TDAH régulièrement, alors qu'en fait, c'est juste qu'il est épuisé, proche du burn-out, parce qu'il n'arrive pas à penser à tout. Il y a régulièrement un décrochage scolaire qui s'installe, une perte de confiance dans les apprentissages en soi, si on n'adapte rien à l'enfant, les parents, l'école, enfin, il y a une démotivation totale et les enfants sont totalement en fait dépassés par des petits gestes tout simples du quotidien, comme par exemple ne pas faire ses lacets. D'ailleurs, on les repère souvent à ça. Ils font pas leurs lacets, ils rebouchent pas leurs bouchons en classe. Il y en a partout. Ils sont très désorganisés. Ils oublient leurs affaires. Ils confondent les cahiers. Visuellement, c'est compliqué. Donc, ils ont un gros sentiment de décalage, même si ça reste des enfants très intelligents parce qu'ils sont très lucides de leur situation. On le voit là d'ailleurs, je l'ai mis quand elle réfléchit, elle se confie à son chien beaucoup et à sa maman pour savoir justement pourquoi elle se sent différente. Voilà, tout est expliqué, donc toute la problématique, on y arrive progressivement dans la bande dessinée en fait. Et au début, c'est assez fort parce que, euh, en fait, tout le moment où il n'y a pas encore de diagnostic, bah, c'est ce qu'on voit dans les deux planches là qu'on vient de passer. Le moment des Mm. devoirs à la maison, ça devient déjà en soi, les devoirs à la maison, ça peut être un sujet parce que c'est la fin de journée, il est Ouais. tard, l'enfant est fatigué, voilà, et ça crée énormément de tension Mm. entre l'enfant, le parent. Cette scène, je me souviens, on en avait parlé très tôt quand tu écrivais ton scénario. Le temps Ouais. passe, quoi. L'horloge tourne et puis. Ça dure des heures. Parce que les enfants, c'est ça, ils sont. Enfin, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai c'est l'enfer pour les parents qui non plus, en plus, n'ont rarement pas les devoirs, puisque l'enfant les écrit pas. Ils passent toute la soirée à téléphoner aux autres parents pour avoir les devoirs. Tout ça, ça enclenche effectivement l'image négative de soi, le fait d'oublier tout, et puis ça génère effectivement énormément de tension. C'est là où les parents, justement, ils essayent de comprendre
parce que tout le monde est dépassé en fait. Les parents sont complètement dépassés, ils essayent de comprendre ce qui se passe, ils sont face à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Euh, donc c'est là où justement on va découvrir dans la bande dessinée toutes ces étapes Mm. qui sont du repérage jusqu'au diagnostic. Donc de la dysgraphie, pour le coup, on va découvrir qu'elle est dysgraphique. Et puis, on va comprendre à quel point c'est aussi un réel casse-tête pour les parents de tout mettre en place, d'aller de thérapeute en thérapeute jusqu'au médecin pour avoir le diagnostic. Et c'est justement là où, pendant ce laps de temps, dans la bande dessinée, parce que c'est très très long, ça met au moins 6 à 8 mois pour avoir le diagnostic, donc c'est toute une année scolaire. Et c'est là où généralement l'enfant perd pied. Et nous, pour le coup, notre héroïne va frôler la phobie scolaire parce que son enseignante va être très très stricte avec elle et exiger, on est au CE2, hein, donc c'est là où on exige vraiment, et puis on est vraiment entre deux temps où l'enfant doit restituer tous ses acquis, cette fois-ci au CE2, voilà, à l'écrit, et elle va lui mettre la pression sur l'écriture et ça va être catastrophique en fait. J'aime bien cette scène parce qu'on voit bien, bon, bah, à la fois cette pression Hmm. qui se poursuit, elle se fait gronder parce qu'elle a encore cochonné un cahier, mais en même temps, bah, Prune sait très bien répondre à la question dès qu'il s'agit d'être à l'oral, quoi. À l'oral, elle est Donc, super à l'aise, ouais. On le voit, ouais, à lécher là où elle se... Ouais. Mais voilà, elle sait répondre, elle perd pas sa contenance, mais quand même, malgré tout, ouais, tout ce temps d'attente, de rendez-vous où l'école ouais. peut rien mettre en place parce qu'on attend d'avoir les résultats des bilans et tout, Hmm, c'est un moment où l'enfant peut assez vite être en souffrance. Une fois que le diagnostic est posé, c'est quand même le début d'une nouvelle aventure pour les familles. hmm. Ben, en fait, après la galère de l'école, on voit qu'après, pour les familles, c'est une galère pour les diagnostics et pour mettre en place, en fait, tout le process pour aider l'enfant. Donc, en fait, on est libéré du diagnostic, mais on n'est pas libéré de tout ce qu'il faut mettre en place avec l'école et avec les médecins. Donc là encore, c'est très très long. Donc il faut mettre par exemple en place une équipe pédagogique pour installer un PAP, ce qui s'appelle le projet d'accompagnement personnalisé. Et puis nous, donc, puisque dans tout ce temps-là, notre héroïne s'est retrouvée en phobie scolaire, ça s'est mal passé avec l'enseignante. Donc les parents se sont fâchés parce que ça, c'est très régulier aussi, les parents se fâchent avec l'école. Donc en fait, ils pensent que donc ils quittent l'école, ça se passe mal, c'est voilà, et elle se retrouve sans école en plein milieu d'année, du jour au lendemain. Et là, les parents vont chercher l'école idéale, et c'est vraiment propre à beaucoup de parents de chercher l'école idéale. Et donc ça va être un gros stress. Ils vont faire l'école à la maison aussi, le temps de trouver cette école dont ils rêvent tous. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, on va réaliser que l'école idéale, ben, en fait, elle n'existe pas. Qu'il n'existe pas d'école mieux que les autres, privée ou publique, en fait, c'est un peu partout pareil. On comprend que c'est réellement une question d'humain, de formation, de bienveillance, évidemment de formation de l'enseignant. euh, aussi, et c'est en fait bah voilà, toute la réalité en fait, de l'inclusion scolaire. Je trouve intéressant de s'arrêter juste sur cette séquence parce que ça me fait penser à bah, quand tu m'expliquais que voilà, souvent les enfants 10 ont des parents 10 Oui, et qu'eux-mêmes ne le savent pas forcément. non. Et donc, bah, quand il s'agit d'aider les enfants au devoir, c'est la cata encore plus parce que Bah, voilà. eux-mêmes sont en difficulté en fait. Et c'est là où justement je suis, voilà, c'est mon témoignage aussi personnel de, de cette mère 10 qui essaye de faire des devoirs sans le savoir parce que la maman dans la bande dessinée ne le sait pas. Donc ça la renvoie à des logiques qu'elle-même ne comprend pas, notamment sa dyscalculie. Donc quand il faut calculer, bah, c'est compliqué pour elle. Le papa, lui, c'est plus une question de décalage comment on appelle ça, des générations, en fait, euh, c'est des cahiers scolaires, en fait, qui Hmm. changent. Enfin, voilà. Mais oui, oui, donc c'est très, très compliqué de faire les devoirs pour la maman et pour le papa aussi.
Bon, après, hein, il y a un moment donné où ça devient aussi une libération pour cette petite fille Ouais, et ses parents. Et c'est là, dans le moment, c'est ce moment dans la BD où on se met à raconter tout ce qui peut être mis en place pour accompagner Prune ouais. et faire que ça va mieux, quoi. Voilà. Ils vont découvrir, les parents, en fait, qu'il existe des solutions et des stratégies. Donc, c'est effectivement une grande étape de franchie. On est libéré, on sait qu'il y a des solutions. Donc, c'est là aussi où l'enfant, le lecteur, va comprendre que, ah, tiens, c'est possible de trouver des stratégies pour aller mieux. Donc, et pour apprendre plus vite surtout. Donc, et puis pour être à l'aise avec la dysgraphie, on découvre qu'effectivement, il y a des stratégies de compensation. Donc, les parents et l'enseignante vont mettre toutes ces stratégies comme des embouts ergonomiques pour tenir le crayon. On va voir qu'il existe aussi des codes couleurs pour un time timer. Là, on va faire un agenda plus clair pour qu'elle sache exactement tout ce qui se passe pour les thérapeutes. Donc, on va voir qu'il existe effectivement tout un tas de solutions pour s'épanouir avec des stratégies et aussi parallèlement avec l'aide des thérapeutes, Hmm. parce qu'elle va devoir sortir de la classe pour aller voir des Ouais. thérapeutes. Et tout ça, ça va l'aider en fait à s'épanouir et à trouver un bien-être mental en fait, qui est quand même aussi le but de l'histoire, d'aider aussi, de comprendre qu'on peut atteindre un bien-être mental. Oui, et c'est ce qui va la, comment dire, lui permettre aussi de développer tout son potentiel à elle, qui dans son cas est un potentiel créatif Oui. puissant. C'est une petite fille très créative et effectivement, c'est grâce à ce bien-être et au dévouement. Là, on voit de l'enseignante qui met une imprimante en classe, etc., pour l'aider. Donc, elle va pouvoir développer bah, tout son potentiel, en fait, grâce à toutes ces adaptations, parce qu'en fait, sans ces adaptations-là, on comprend que Prune ne peut pas développer sa personnalité, ses forces, son potentiel, en fait, inné, hein, qui nous appartient aussi à tous. Et donc, c'est là où elle devient super 10, Hmm. parce que quand tout est mis en place, en fait, on découvre que c'est une façon aussi d'expliquer aux enfants cette logique de l'acceptation de ses propres difficultés pour les dépasser et en fait découvrir que bah, ces super forces s'épanouir, on peut s'épanouir et avoir voilà, on a une santé mentale. En fait, c'est ça, c'est que la santé mentale est vraiment en jeu dans l'histoire, Hmm. le bien-être. C'est une BD en fait inclusive. Voilà. Hmm. Euh, c'est une BD, donc je le disais enfin, au début de la présentation, qui est vraiment inspirée de ton histoire et de celle de ta fille. Est-ce que tu peux Mm. nous dire quelques mots sur ton parcours et en quoi ce vécu, euh, ton vécu a nourri l'écriture de la bande dessinée, même si on a un petit peu parlé de ça déjà, mais ton parcours Ouais, spécifiquement, on ne connaît pas. ouais. Moi, j'avais très envie d'en parler justement pour aider, comme je disais, les enfants à ressentir, à ne plus ressentir ce sentiment de différence et être aussi, voilà, porter cette histoire, c'était très important parce qu'en fait, je suis dysgraphique et dysorthographique. Donc moi, j'ai perdu pied à l'école très très jeune. On m'a exclue très rapidement du système scolaire. Donc dans les années 80, on m'a mis en pré-professionnel. Donc je suis partie du système scolaire traditionnel, donc à l'âge de 13 ans. Donc ça a été effectivement une très grande souffrance, très jeune. Et c'est seulement ensuite à 25 ans, donc j'ai maintenu mes rêves et j'ai passé le concours de l'école des Gobelins pour être scénariste. Et à 25 ans, donc, et je l'ai passé donc en candidat libre. Et donc c'est ce qui m'a remis, grâce à des enseignants qui ont cru aussi en mon potentiel créatif pour le coup, c'est ce qui m'a remis le pied à l'étrier, c'est ce qui m'a redonné confiance pour ensuite, voilà, continuer. Et puis, quand je suis devenue maman, bah, j'ai réalisé que mon fils, donc comme c'est héréditaire, mon fils, j'ai réalisé qu'il avait les mêmes difficultés que moi à l'école. Et puis, ma petite dernière, Charlotte, donc de 13 ans. Donc, j'ai compris qu'en fait, entre nos trois parcours, euh, il y avait très peu de choses qui avaient changé, même si effectivement on voit qu'il y a des choses qui changent. Mais dans le regard des autres, du côté de l'éducation nationale non plus, hein, on parle de l'éducation nationale, pas de la maison du handicap. Je parle vraiment de l'école. Ça, c'est très très important pour moi, pour l'inclusion scolaire, justement. Donc, on comprend qu'il y a exactement la même souffrance scolaire qui perdure tout le temps, le regard des autres,
cette exigence académique. Donc en fait, et les enfants, eux, dans tout ça, ils sont là, ils sont perdus, ils comprennent pas tous ces mots compliqués, ces difficultés qu'ils traversent. Tout bouge autour d'eux et eux, ils suivent un rythme en fait qu'ils n'arrivent pas à saisir. On met pas de mots sur leurs mots pour le cas, pour le coup. Et en fait, voilà, moi j'avais envie d'apporter aussi ce point de vue 10 dans la narration de l'histoire, parce que la BD, elle est aussi décalée et c'est aussi notre force à nous. Et je voulais montrer aussi notre force, celle qu'on avait, et qui est aussi une sorte de résilience. Et voilà, je voulais la transmettre au travers de cette bande dessinée, parce que notre côté décalé, je trouve qu'il apporte aussi, il fonctionne aussi très très bien, voilà, dans la vie. Et ce côté décalé, il apporte aussi dans la BD beaucoup d'humour, et c'est important de le dire parce que c'est, Mm, voilà, là, on s'est un peu concentré sur le côté sérieux du parcours et de les difficultés de cette petite fille, mais il y a plein de scènes très marrantes et très touchantes. mm, Moi, j'aime beaucoup ouais, bah, déjà cette scène-là où ouais, voilà, cette complicité mère-fille qui partagent toutes les deux ce même truc de ne pas reboucher les bouchons et qui en ouais. font un jeu. C'est une réalité, oui, oui. Chez nous, il y a un vase de bouchons où on fait des jeux maintenant avec, parce que bah voilà, on, ni l'une ni l'autre, on rebouche nos bouchons dentifrice ou de crème. Donc voilà, c'était aussi important de créer en fait ce climat de confiance dans l'humour, dans la gaieté, juste pour comprendre que bah voilà quoi, on peut se sentir aussi en sécurité par cette fantaisie et on comprend aussi que la vie, bah, tout n'est pas dramatique. Donc je voulais Hmm. le rassurer, qu'on s'amuse aussi avec ce qu'on est quoi. On peut vivre avec tout en ayant des amis, en étant soi-même, et puis on peut avoir une vie rigolote en fait, et avec son atypisme en fait, voilà, c'est possible. J'adore cette scène aussi qui, en fait, enfin, pour moi, parle à tout parent, même si l'enfant n'est pas 10 parce que Bien sûr. c'est la galère des... Enfin, on passe tous par là les courses scolaires et il y a du monde et c'est infernal, il y a du bruit et puis Prune qui fait n'importe quoi. Qui s'éclate sur son caddie à travers les rayons et la mère qui est affolée parce que Elle en peut plus. elle en peut plus. Et puis en plus, elle comprend rien. C'est vrai que ces listes, elles sont dingues, de plus en plus dingues, je trouve, avec des mots pas possibles. Moi, le stylo, le compas stop system avec porte-crayon, je pense que pour nous tous, c'est un peu un charabia. Donc voilà, et Prune, elle s'éclate. Oui, il y Et a ça aussi. Enfin, ce qui est présent aussi beaucoup dans la BD, c'est l'amitié très forte qu'elle développe avec une petite fille qu'elle ouais, rencontre au surf. ouais, euh, et son lien particulier avec son chien Nono, oui, qui est issu de la vraie vie. exactement. Nono. C'est notre chienne Nono qui est le soutien émotionnel de la famille. Voilà, donc voilà, la BD, elle est aussi tissée de toutes ces petites scènes un peu rigolotes et légères hein, Ouais, qui montrent le quotidien. Euh, Avant d'aller plus loin là sur ce truc-là, enfin sur les pages qui viennent, euh, je voulais juste revenir sur ce qu'on disait sur le côté inclusif et euh, engagé du livre. Euh, Vraiment, nous, dans notre catalogue aux arènes, c'est un livre important. On a vraiment pris conscience en le travaillant qu'il était engagé parce qu'il véhiculait un message sur la neurodiversité. Et c'était enfin voilà, moi en tant qu'éditrice, j'ai trouvé ça intéressant dans le travail. Parfois, on pense à un projet d'une certaine manière et en fait, en le travaillant, bah, ça nous apprend encore d'autres choses et au final, c'est aller au-delà dans le message que ce que je croyais. Et ça, pour ça, je te remercie vraiment parce que ça m'a bah, éclairé. merci aussi de m'avoir donné la chance parce qu'il fallait beaucoup d'audace hein, pour l'éditer parce que c'est vrai que on en parle, mais en fait, personne ne le raconte, n'aide les enfants, en fait. Donc, oui, merci. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça, on se l'est dit déjà. Oui, c'est le fait de s'être engagé, en fait. Mm, Enfin, moi, ce que j'ai apprécié, c'est le fait voilà, d'être engagé et en même temps léger. Et aussi, parce qu'en fait, c'était super important, enfin, je sais pas, oui, c'était super important d'expliquer aux enfants tout ce qui se passe de A à Z pour qu'ils se sentent plus nuls, mm, seuls, isolés. Et en fait, voilà, en fait, c'est devenu un livre, un outil. C'est devenu un outil pour expliquer en fait toutes les étapes. mm. Donc,
toutes les étapes du processus, en fait, du repérage Mm. au diagnostic jusqu'à la mise en place donc des adaptations scolaires, en fait, comme on a vu, voilà. Et en fait, on sait que ces élèves, parce que, en fait, ce qui est super intéressant, je trouve, dans la BD, c'est que on parle pas au final qu'aux enfants 10, parce qu'en Mm. fait, tout ce parcours, c'est celui de tous les enfants atypiques, que ce soit des enfants autistes, TDAH, HPI. En fait, ils doivent tous passer par ce fameux plan d'accompagnement qui est le PAP. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à Victoria hier. Aujourd'hui, les enfants, en fait, on les appelle même, ils sont même stigmatisés aujourd'hui. C'est un PAP. Je vois dans le collège de ma fille, on dit, ah bah tiens, elle, c'est un PAP. Et bon, on est encore dans la stigmatisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette BD, elle va pouvoir justement être parlée justement aux enfants aussi non 10 en fait. Ouais. Voilà. Et de manière plus générale, à tous les enfants qui peuvent traverser un moment où ils se sentent en décalage, en différence, un peu isolés, sans que ce soit labellisé d'une quelconque manière, en fait. Oui, c'est ça, on sort aussi des cases. On parle juste de quelque chose qui existe. Mm. Voilà, c'est un outil, c'est ça. Et alors après, d'une manière éditoriale, nous, c'était important pour nous que l'objet soit vraiment accessible pour les enfants concernés. Pas que, voilà, certes, on voulait que cette BD soit grand public, mais Ouais. il fallait aussi qu'elle soit prise en main en premier lieu par les enfants 10. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a fait? Alors on a, bah, évidemment, on a travaillé des polices très faciles et très lisibles pour les 10. On a donc toute la typo est adaptée. On a aussi mis, alors voilà, on voit que la bande dessinée, elle a des couleurs très très vives et Juliette Bertaudière, donc l'illustratrice, a vraiment, et c'est une coloriste vraiment super et elle a su créer justement des couleurs nettes pour que l'enfant puisse être focalisé uniquement sur l'image sans avoir à partir dans une autre image et à se déconcentrer. Donc on a aussi, et puis il y a aussi le cahier bonus qui Mm. est hyper important, euh, qui est vraiment dans des explications beaucoup plus techniques pour les familles, pour quand le parent raconte à l'enfant les mots compliqués qui sont d'ailleurs Mm. en Qui rentre gras après, là. Ouais. dans toute la bande dessinée et qu'ils entendent hein, tout le long de l'année, et même les enfants non 10, parce qu'en fait, on est aussi, pour l'enfant non 10 on va lui expliquer, bah, justement, quand ils disent que c'est un enfant PAP, bah là, il va savoir ce que c'est, quoi. Mm. Donc voilà, c'est technique pour toutes les familles aussi, quoi. Et dans ce bonus, on parle un peu de la neurodiversité. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que ça fait vraiment partie de ce côté engagé du livre, ce point de vue engagé. Euh, ouais, est-ce que tu peux nous Oui, expliquer? oui, alors c'est vraiment, évidemment, je suis partie. On pense toujours qu'en fait, qu'il y a beaucoup de personnes qui font la distinction justement entre les neurotypiques et les individus neuroatypiques, donc dont le fonctionnement cérébral. Donc pour les neurotypiques, donc c'est plus commun effectivement. Le neuroatypique, donc on a un cerveau qui fonctionne différemment du cerveau de la majorité des autres. Mais en même temps, moi je pense qu'au contraire, on a une vision. Je préfère avoir une vision moins compartimentée en fait des intelligences et je suis convaincue qu'il n'existe pas en fait de normalité cérébrale, mais plus, je suis convaincue qu'il y a plus on se situe tous en fait dans un spectre, Hmm. une sorte de continuum avec des compétences, une hypersensibilité, enfin plein de choses différentes. Donc on retrouve dans la neurodiversité. Et donc, je pense que les intelligences de chacun, justement, se situent dans ce spectre avec une particularité, des forces, des défis, et puis tout ça, bien entendu, en fonction aussi de son vécu, hein, parce qu'un enfant qui vit ce type d'histoire aura une sensibilité différente et une forme de résilience différente. Donc, voilà. Donc, en fait, cette bande dessinée, effectivement, elle est vraiment du point de vue, elle est inclusive et elle parle, évidemment, c'est mon point de vue de neurodivergente. Voilà. C'est, Et il y a plein de moments en coulisses d'édition où j'ai plus les exemples précis, mais où je te disais quelque chose et tu disais, mais oui, mais alors ça, c'est un point de vue neurotypique.
Exactement. Tu Ouais. vois, de mon point de vue, on peut raconter ça comme ça. Du coup, c'était hyper intéressant de trouver le bon équilibre entre, y compris sur l'écriture du bonus, entre, il faut quand même que tout le monde puisse comprendre ce qu'on est en train de Bien dire et en sûr. même temps, de pas reproduire un discours Typique, typique, normé, académique. normé, et Ouais. sortir de ça, quoi. Donc, c'était vachement intéressant. Ouais, c'est un peu, voilà, on ouvre un peu les esprits, on dit mais oui, c'est possible. Et puis je trouve que ça libère un peu tout le monde aussi de comprendre qu'on peut être ce que l'on est. Voilà, on casse un peu le mythe de la norme en fait, ce qui est aussi très actuel, hein. Enfin, les gens se libèrent et c'est justement une des premières bandes dessinées, c'est peut-être même c'est la première bande dessinée qui propose aux enfants de se libérer, d'être super 10, quoi, Hmm. d'aller, d'être ce que l'on est. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelée Super 10, parce que on peut aller, enfin, c'est vrai qu'elle s'adresse aux enfants atypiques, mais aussi, comme on disait, aux non atypiques, et puis aussi aux parents surtout. Voilà, et Et le message que tu veux faire passer pour finir cette présentation, ben, qu'est-ce que tu voudrais... oui, parce que j'ai envie, moi je porte ça en moi en fait. C'est comme je porte effectivement cette chose qu'à l'école on n'a pas voulu croire en mes rêves. Donc je veux vraiment dire aux enfants, bah, si c'est possible, vous pouvez aller au bout de vos rêves. Vous n'êtes pas nuls, bien au contraire. Vous avez un super potentiel et bah, voilà, vous êtes des super 10 en fait. Hmm. Voilà, c'était l'objectif. Voilà, transmettre ses forces. Merci Christelle, Ah, merci aussi. trop bien. Merci. Euh, Maintenant, si vous voulez qu'on passe aux questions, je vais quitter le partage d'écran parce que comme ça, vous nous verrez mieux. N'hésitez pas si vous avez des questions du coup à les poser à Christelle et Victoria dans le chat ou si vous souhaitez les poser à l'oral, vous pouvez aussi tout à fait. En tout cas, merci à vous deux pour cette Merci. présentation qui était très riche. C'est très intéressant de voir à quel point on peut se saisir de cette bande dessinée comme vraiment d'un outil, que ce soit pour les parents en réalité, pour mieux comprendre leur enfant, mieux comprendre comment les accompagner, et à la fois pour les enfants. Moi, j'avais une petite question, ça me vient pas du chat. Je me demandais, quand vous avez écrit cette bande dessinée, vous l'avez nourrie énormément de votre propre vécu, du vécu de vos enfants. Est-ce que ça a aussi fait l'objet de recherches supplémentaires de votre côté? Est-ce que vous avez fait un travail de recherche, de documentation assez poussé, ou ça vient vraiment de votre vécu à vous? Alors tout ce qui est l'histoire, elle est brute. On l'a retravaillée quand même avec Victoria parce que parfois moi j'avais des émotions un peu fortes et j'étais un petit peu remontée même parfois contre le système. Donc évidemment Victoria m'a aidé un petit peu à planir certains ressentis que je peux avoir comme beaucoup de parents, comme par exemple être tout simplement quand on vous demande de partir d'une école privée, voilà, j'avais envie de tout justifier, de tout, voilà, mais bon, on a calmé ça. Et puis après, tout ce qui est évidemment dans le témoignage, c'est quasiment 80% inspirée de mon vécu avec ma fille et de mon autre fils, puisque j'ai un petit peu mélangé les histoires, et d'autres familles, bien entendu. Et donc j'ai travaillé sur d'autres ouvrages sur la thématique, donc évidemment je connais bien le sujet. Et par contre, c'est vrai qu'il y a aussi des choses très importantes, c'est que il y a beaucoup de mises à jour. Alors malheureusement, l'État change souvent les choses. Donc pour les familles, c'est très compliqué parce qu'ils doivent toujours aller à la pêche aux informations par rapport aux nouvelles normes qui changent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis un QR code à la fin du livre qui dirige directement vers la fédération. Comme ça, on peut être à jour s'il y a quoi que ce soit qui change. On est à jour tout de suite dans les nouvelles. Mais moi, j'ai essayé d'être à jour. Là, on est à jour même au dernier moment, on Oui, s'est sur les retrouvé. terminologies, en fait. Ouais, les terminologies. Et puis, je vois le parcours PCO, justement, ils en ont parlé, la journée nationale des 10 qui vient juste d'arriver. Donc, nous, juste avant la sortie, j'ai rapidement réintégré le parcours PCO et ces nouveaux termes qui changent, qu'on a laissés quand même dans le lexique, comme les maîtres G, les maîtres E et tout. Là, c'est en train, il y a encore des choses qui changent. Mm. Donc, c'était assez, voilà, il fallait être à jour, en fait, très, très rapidement. Voilà.
Alors, il y a pas mal de questions. La première de Claudine, est-ce que la BD a été conçue pour une aide pour les enfants à parler aux parents, pour qui c'est difficile parfois de le voir? Et l'autre question, y a-t-il un personnage de garçon qui sont plus en retrait? Voilà, c'est une double question. Pardon, j'ai pas compris la question sur les garçons. Alors, je vous l'ai dit comme c'était formulé. Ouais, mais Est-ce qu'il y a les personnages masculins peut-être sont plus en retrait dans la BD? Je sais pas si c'est exactement ça la question. Je suis... Ouais, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que souvent, Alors, pour le personnage féminin, j'ai un petit peu appuyé, effectivement, je voulais que ce soit un personnage féminin. Bon, après, ça s'est fait comme ça parce que il y a beaucoup plus de garçons qui sont diagnostiqués. Les filles sont beaucoup plus en retrait face à leurs problématiques et étonnamment, je trouve qu'elles sont plus rapidement évincées du système scolaire. Elles sont moins portées. On porte plus souvent les petits garçons. C'est le cas aussi pour les petites filles à haut potentiel. Elles sont beaucoup plus effacées. Et donc, on les porte moins, et encore plus dans des domaines scientifiques. Donc, c'est pour ça aussi que vous verrez, il y a un moment, elle est dans une colo scientifique, parce que je suis un peu pour aussi pousser les filles vers des filières scientifiques, parce qu'on les dirige toujours vers des filières littéraires, alors qu'il y a des filles qui ont très envie d'aller dans des filières scientifiques. Donc, effectivement, c'est peut-être un petit peu féminin, mais c'est aussi... voilà, mais pas du tout le désir de vouloir faire une BD un peu oui, féministe ou quoi. et puis comme c'est inspiré de ta vie et Ouais, que tu as quand même quand tu as commencé l'écriture, ta petite dernière, elle était quand même encore au primaire et tout, ça faisait sens ouais, d'être là-dedans. Il y a des personnages de garçons, mais qui arrivent plus à la fin. Elle devient amie avec un garçon de sa classe Achille, qui n'est pas 10 mais atypique. qui est atypique lui Ouais. aussi. Euh, voilà. Et par rapport à le début de la question, c'était est-ce que ça peut être un outil pour les enfants pour parler à leurs parents? Oui. Complètement. Enfin, je trouve Ouais. que c'est l'avantage de ces livres témoignages, c'est que ça crée toujours un support d'échange en fait. Et d'autant plus chez les enfants qui sont touchés, Mm. les parents seront ravis de trouver des réponses. Enfin, c'est un ouvrage familial en fait. Ouais. J'ai déjà eu des retours justement de lecteurs avec la maman qui m'a même dit que, en fait, c'était même pour elle, c'était soulageant parce qu'en fait, il y a des choses, mais vous imaginez dans quoi on le voit en travers de la bande dessinée. Les parents qui n'y connaissent rien, en fait, ils sont plongés dans quelque chose, ils vont enfin avoir des mots pour l'expliquer aux enfants, quoi. Parce que, voilà, on n'est pas censé connaître toutes ces choses que l'État met en place. Ouais, et puis en fait de mettre des mots sur enfin, le fait qu'elle soit diagnostiquée et tout, se dire ah mais en fait c'est juste je me sens différente mais ça a un sens. Enfin, c'est Mm. pas je suis pas toute seule dans mon coin en fait. Exactement. Mm. Je vais pouvoir être aidée et pour les parents qui découvrent ça chez leur enfant, c'est aussi un énorme soutien parce que je pense qu'on doit se sentir très seul Bah, c'est ce que... avant de Ouais. comprendre que son enfant est potentiellement différent. Euh, Mm. Ils se sentent même... la fameuse petite fille dont je parlais, elle m'a dit, je me sens normale. Je me sens presque normale. Parce que, en fait, elle se sentait moins seule. On n'imagine pas le nombre d'enfants qui sont isolés, en fait, dans cette bulle. 1 million d'enfants, quand même. C'est pas mm. rien. Non, diagnostiqués, donc, Oui, combien imaginons, pas diagnostiqués, voilà, quoi. ceux Mm. qui ne sont pas diagnostiqués. Une autre question, quel a été le retour de votre fille sur la BD? Alors, au début, elle était à fond parce elle avait 9 ans, hein, parce qu'on a mis, voilà, cette bande dessinée, on l'a créée pendant ouais, Un certain temps. un certain temps, voilà, Comme trois tout ans, projet BD, c'est long. voilà. Et quand la BD est sortie, alors déjà aux premières images, ça a été très fort émotionnellement. Quand on a vu les Mm. images de Juliette, ça a été, oui, il y a eu un petit temps où ça a été même un peu dur. Et puis après, elle a accepté et puis elle était très heureuse de témoigner. Et là, on arrive à la préadolescence où elle me dit, je veux plus en entendre parler. Enfin, elle veut pas qu'on dise que c'est elle. Et puis, je pense qu'avec le retour des lecteurs, elle commence à être fière et voilà. Et moi, puisque bah, c'est aussi l'idée, le désir de porter cette histoire, c'est aussi de témoigner un maximum pour que ça soit juste, on lâche prise avec.
le handicap ou la différence. Et juste qu'on, voilà, c'est toujours cette idée d'inclusion où en fait on est tous ensemble, on n'a pas de regard forcément les uns sur les autres et juste on est ce qu'on est, quoi. Une autre question, est-ce que vous avez eu des retours d'enseignants intéressés par le livre? Est-ce que vous avez pu échanger avec eux? Oui, à la Journée nationale des 10, mais elle était exceptionnelle, cette femme. Euh, Incroyable. Elle a acheté la bande dessinée pour elle et, euh, et elle était mais passionnée et elle a découvert plein de choses et même des choses qu'elle-même, elle n'arrivait pas, qu'elle ne comprenait pas. Et ça lui a donné un autre regard. Elle a eu plein d'idées avec l'imprimante, notamment. Et parce que ça, c'était quelque chose voilà, elle a trouvé que c'était effectivement plus facile. Et puis, on a beaucoup parlé de la formation, où elle me demandait effectivement qu'elle voulait être formée, qu'elle n'y arrivait pas, enfin voilà, qu'on lui accédait que 2 jours, que c'était pas suffisant. Enfin, j'ai compris aussi, moi, de l'autre côté, la difficulté de l'enseignant d'être non seulement formé, mais aussi de vouloir avoir un accès plus direct à l'enfant pour mieux le comprendre. Et puis aussi, euh, pour parler aux autres enfants dans la classe qui ne sont pas 10. Mm. Je pense que c'est un ouvrage aussi qui est très important quand il est mis entre les mains des autres enfants pour qu'ils comprennent en fait les copains dans la classe, quoi. Si on a 2 ou 3 élèves atypiques dans la classe, c'est important aussi dans cette bande. Parce que quand on la lit, on voit que c'est pas que accès 10, hein, c'est tous les enfants. Avant de terminer, est-ce que vous pourriez rappeler le nom de la fédération que vous avez mentionnée? C'est la Fédération française des 10 et cela renvoie à toutes les associations et voilà, la Fédération française des 10. Elle renvoie à toutes les associations 10 et autres. Et plein d'infos, en fait, Et sur... toutes les infos qui sont mises à jour. ouais. Merci beaucoup à vous deux. Merci Christelle, merci Victoria, merci à tous ceux qui ont Merci. suivi ce webinaire. C'était passionnant. Nous, on se retrouve du coup le 6 novembre pour le prochain Merci. webinaire qui sera sur Sapiens et sur Eddie et Noé, donc les éditions Sarbacane et Sapiens aux éditions Albin Michel. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet et vous pouvez bien sûr retrouver cet échange sur YouTube dès demain normalement. Merci beaucoup d'avoir Super. été avec Merci à nous. tout le Très monde. bonne Merci. journée. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir.